Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je veux commencer par vous dire ni casse sociale, ni guerre mondiale pour le salut commun. Si je ne vous disais pas cela, je me sentirais à côté du sujet. Parce que c'est le sujet, se battre contre cette économie de guerre. Cette économie de guerre dans laquelle nous sommes de l'aveu même d'Emmanuel Macron et du commissaire européen Thierry Breton. Dans une économie de guerre, c'est-à-dire de guerre sociale contre le peuple. La contre-réforme des retraites est une étape décisive dans cette guerre. C'est pourquoi, avec nos syndicats, nous devons gagner cette guerre en obtenant le rejet de la contre-réforme des retraites. Nous devons gagner cette guerre avec nos syndicats et les millions de personnes qui manifestent dans les rues de notre pays et qui vont manifester ce samedi 11 mars. Le gouvernement joue la montre et espère que ce sera pour lui un mauvais moment à passer. Eh bien non, pour nous, c'est une étape vers un changement de fond pour rétablir le respect du travail humain dans une économie civile, c'est-à-dire une économie de paix, une économie civile qui est une économie de paix. Car la justice sociale et la paix dans le monde, sont un seul et même combat. Oui, il faut qu'Emmanuel Macron renonce à sa contre-réforme, et que même si celle-ci venait à passer devant l'Assemblée nationale, où Emmanuel Macron s'allierait à une majorité de LR, des Républicains, et même s'il tente de l'imposer avec un 49-3, le combat doit continuer. Il doit continuer avec une force tranquille. Car l'enjeu est décisif. Par-delà le combat juste, calme et déterminé des syndicats, l'enjeu est une nouvelle règle du jeu nationale et internationale. En tant qu'éclaireur et inspirateur politique, notre parti Solidarité et Progrès porte donc un projet qui est fondé sur des principes contre une oligarchie financière qui, elle, traite les êtres humains comme des pions, comme des sujets. Chez nous, c'est un combat à mener avec l'esprit du Conseil national de la résistance, contre ce qu'il appelait les féodalités financières, pour des salaires et une retraite qui ne soient plus des faveurs accordées par les employeurs, qu'ils soient publics ou privés, mais le droit à un revenu du travail pour toute une vie, y compris le moment des retraites, la période des retraites. À la souveraineté nationale doit correspondre la souveraineté sur le travail, et non pas sur l'argent. Le salaire, comme Ambroise Croizat le concevait en 1949, comme le concevait Ambroise Croizat, est un droit. C'est un droit de citoyenneté. C'est un droit de citoyenneté pour chacun d'entre nous, pour chaque être humain. Aujourd'hui, si les électeurs s'abstiennent, c'est surtout parce que voter ne change rien à la structure du travail, à la nature du travail. La reconnaissance de leur droit de citoyenneté, leur droit de citoyenneté sur le travail productif et créateur, peut seul rétablir une démocratie qui soit digne de ce nom, une démocratie qui ne triche plus avec elle-même. À l'international, un combat à mener avec l'esprit de la paix de Westphalie et des non-alignés de Bandung, en 1955, l'esprit de combat contre les mafias coloniales et le système d'exploitation néocoloniale par des dettes illégitimes. L'esprit, pour nous, d'une refondation du monde, celui que veut aujourd'hui une majorité des pays qui se révoltent contre le dollar roi des marchés financiers, des marchés qui ne sont d'ailleurs plus même des marchés inégaux, mais ce sont plus encore des marchés truqués. C'est la dictature financière organisée d'algorithmes.
CNR, traité de Westphalie, Bandung, diront certains, c'est du passé. Non, c'est une inspiration pour aujourd'hui, pour sortir de l'occupation d'aujourd'hui. Ce n'est pas l'occupation territoriale, géographique, au sens des pouvoirs coloniaux, ou des nazis, du Reich nazi, mais c'est une occupation financière, sociale et mentale, notamment par l'artillerie répétitive des écrans, que l'on voit sur les écrans. Oui, le rejet de la contre-réforme des retraites ne pourra être définitif. Une paix ne pourra être définitive que si elle est durable, c'est-à-dire basée sur des principes, celle d'une nouvelle architecture de sécurité et de développement pour chaque pays du monde, pour tous les pays du monde. C'est pourquoi nous disons ici, et je le répète, ni casse sociale, ni guerre mondiale, pour le salut commun. Et c'est pourquoi nous devons unir nos forces. Nous le devons à nos anciens comme à nos jeunes, à ceux qui manifestent ensemble et recommenceront, je le répète, ce samedi 11 mars. Nous appelons à cette manifestation. Et nous ferons notre combat, nous mènerons notre combat avec cette nouvelle majorité du monde qui se dessine et avance à l'est et au sud de ce monde. Car la menace qui pèse sur nous est bien plus grave que celle que nous ressentons. Si nous la ressentions dans toute sa gravité, il y aurait des millions de manifestants dans les rues pour la paix, comme il y en a pour la réforme des retraites. Ou plutôt, pour nous, à Solidarité et Progrès, le combat social est de nature à engendrer le combat pour la paix. Maintenant, je veux dire où nous en sommes. Nous sommes face à l'acte de guerre contre les pays européens qui a été le sabotage des gazoducs Nord Stream 1 et 2. Le journaliste et enquêteur américain Seymour Hersh, le 8 février déjà, a présenté les résultats de son enquête. C'est une équipe de plongeurs américains, avec l'assistance norvégienne et la complicité de la Suède et du Danemark, qui a procédé à l'opération le 26 septembre 2022. Déjà, devant un Olaf Scholz silencieux, le président Biden avait répondu à une journaliste le 7 février 2022, 15 jours avant donc l'invasion russe ou l'intervention russe en Ukraine, que si celle-ci avait lieu, il n'y aurait plus de Nord Stream. Et il avait ajouté « Nous trouverons bien un moyen d'y parvenir ». Celle qui était, le 27 septembre, ministre des Affaires étrangères en Grande-Bretagne, britannique, Liz Truss, s'est réjoui que cela ait été fait. Et Victoria Nuland, sous-secrétaire d'État pour les affaires européennes américaines, elle, s'est également réjouie, quelques jours après le sabotage de Nord Stream 2, elle s'est réjouie que ce soit un tas de ferraille au fond de la mer Baltique. Autant de présomptions méritant une enquête internationale sur la nature exacte des faits. Rien de la part d'aucun pays occidental, tous déterminés à empêcher que les Russes aillent voir de leur côté. Rien, ou plutôt si, un étrange montage, aussi incompétent qu'un argumentaire d'Olivier Dussopt sur les retraites. Le journal américain, le New York Times, et l'allemand Die Zeit, ont en même temps imputé l'attaque, alors qu'on ne pouvait plus absurdement accuser les Russes, comme on l'avait fait au départ. On a imputé l'attaque à un groupe pro-ukrainien sur la base d'informations obtenues par le renseignement américain. C'est une citation. Un bateau aurait été utilisé pour le sabotage, loué par une société basée en Pologne, appartenant apparemment aux Ukrainiens. Selon les médias allemands, 6 personnes, 5 hommes et une femme, auraient embarqué à bord pour transporter et disposer les explosifs sur le site. Et ils auraient utilisé de faux passeports. C'est équipé, digne par exemple de celle du Rainbow Warrior,
est si peu crédible que le gouvernement de Kiev et Zelensky lui-même ont démenti toute implication. Lorsqu'on vient d'en rire, il faudrait en pleurer. Ou plutôt, lancer une enquête officielle dans tous les pays qui ont été victimes de cet acte de guerre pour clarifier les choses. Pour clarifier les choses, avec un débat au Parlement français et allemand, tous deux intéressés, puisque nos sociétés, les sociétés de nos deux pays, y étaient impliquées. Que rien ne se passe pour l'instant. C'est cela qui est le vrai signe de la gravité des choses. Face à un acte de guerre, on se couche ou on se tait. Comme Olaf Scholz le fit le 7 février 2022 devant Joe Biden. Sans préjuger de ce qui s'est réellement passé. C'est l'absence d'une enquête publique qui mesure la gravité de ce qui s'est passé. Ici, le combat pour la vérité rejoint le combat pour une justice sociale, le respect de la vérité et de la justice qui permettrait un réel débat. Mais il y a pire. À Munich, pendant la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, du 17 au 19 février, dans une réunion secrète à porte fermée, le général américain Christopher Cavoli, commandant suprême des forces de l'OTAN, a affirmé que l'armée ukrainienne ne doit pas seulement recevoir des chars lourds, mais aussi des avions de combat F-16, des Viper F-16, équipés de missiles de combat air-sol JASM, de drones et de missiles de longue portée, de portée supérieure à 100 km. Je cite, « Pour aller plus loin, a précisé le général otanien, et pouvoir cibler des positions russes à proximité des lignes de front. » Ou plus loin, en Crimée par exemple, ou sur le territoire russe, à l'est des positions ukrainiennes. Des officiers français présents, qui étaient présents à cette réunion, ils ont ainsi pu constater que leur commandant suprême de l'OTAN ne se gênait pas pour contredire même un Joe Biden plus prudent, lui, mais que ce commandant suprême des forces de l'OTAN incitait à frapper le territoire russe, c'est-à-dire franchir une ligne rouge qui nous mènerait à une extension de la guerre. Pire encore, pour nous, c'est un général français qui est chargé de réformer l'OTAN par-dessus la souveraineté des États-nations. Pierre Lavigne, promu commandant suprême allié pour la transformation de l'OTAN. Il s'agit de renforcer la posture de dissuasion de l'Alliance avec des outils militaires offensifs et défensifs pour gagner à tout prix la guerre. Pas seulement des avions de combat et des chars lourds, mais tous les éléments, les outils de la cyberguerre sous contrôle direct de l'OTAN. Je rends ici hommage au Canard enchaîné qui a confirmé la voie dans laquelle nous nous engageons. La Russie ne pouvant pas se permettre de perdre et l'Ukraine se trouvant acculée à gagner avec des moyens supérieurs mais insuffisants, les nouveaux tanks Léopard 2 ou Abrams ou les moyens de missiles, mais ces moyens arriveront pour certains d'entre eux trop tard. Les deux pays acculés l'on se trouve devant une situation sans porte de sortie, si on continue ainsi. Sans autre porte de sortie que victoire totale russe, obtenue sur le terrain, au prix de pertes humaines terribles, ou le recours à l'arme nucléaire par erreur humaine ou par provocation insensée de quelques docteurs folamour. Et là, il s'agit du sort de l'humanité qui se trouve en jeu. De son côté, le chef d'état-major italien, l'amiral Carlo D'Agone, a confié au journal du dimanche en France que le contexte est considéré ou caractérisé par une guerre de haute intensité qui était inattendue et qui va s'inscrire dans la durée. L'une des solutions identifiées et sans doute souhaitable, a-t-il ajouté, consisterait à assurer une production et un stockage intégrés au niveau des pays de l'OTAN
et de l'Union européenne. Le 24 février, Thierry Burkhardt, notre chef d'état-major des armées, a lui commenté, en préparant une visioconférence avec ses homologues des principaux pays fournisseurs d'armes à l'Ukraine, la réunion de Ramstein, le groupe de Ramstein, en Allemagne, il a dit, je cite, « Sans tarder, il faut organiser et revoir l'organisation et le fonctionnement de la base industrielle et technique de la défense. C'est l'économie de guerre préconisée par Emmanuel Macron et Thierry Breton, dans la perspective de préparation d'une guerre de haute intensité. Une guerre de haute intensité qui ne peut qu'être en Europe et qui est la base, aujourd'hui, de notre doctrine officielle. Tout ce que je vous dis là n'est pas le produit de recherches ardues ou originales, mais il s'agit de la réalité. Simplement, je réunis ici, pour faire comprendre la situation, un ensemble de faits et de considérations dont l'énumération constitue une dynamique destructrice, directement opposée par sa nature à la dynamique de notre mobilisation sociale, qui est, elle, par sa nature, est une volonté de paix par la justice. Enfin, dans les circonstances actuelles, Paris se rapproche de Londres et Emmanuel Macron reçoit demain, le vendredi 10 février, le Premier ministre britannique, l'ultra-conservateur et serviteur de l'oligarchie financière, Rishi Sunak. Depuis que Volodymyr Zelensky s'est rendu à Londres et à Paris, puis à Bruxelles, dans des avions de la Royal Air Force anglaise, il y a un mois, la France et le Royaume-Uni, dans le cadre de l'OTAN en format bilatéral, évidemment, ajoute-t-on, se concentrent sur les meilleurs moyens d'aider l'Ukraine. Le Brexit avait endommagé notre partenariat militaro-industriel avec la Grande-Bretagne. Nous devons donc, disent-ils, nous rapprocher dans l'esprit des traités de Saint-Malo de 1998 et de Lancaster House de 2010. Le traité Sarkozy de Lancaster House. En oubliant côté français la trahison de l'ANCUS, a déclaré, trop aimable, l'ancien directeur national des renseignements britanniques. Macron et Sunak se sont accordés pour être prêts à rester unis dans la situation actuelle. La presse britannique évoque, elle, un début de bromance entre les deux chefs d'État, qui partagent une complicité générationnelle et un passé, tous deux, de banquiers d'affaires. Ici encore, on voit se développer une intégration militaro-industrielle par sa nature même opposée à la souveraineté nationale. Quant à la souveraineté européenne, qu'Emmanuel Macron ne cesse de commenter, d'annoncer, de souligner, ce qui se passe en réalité est que Paris et Bonn sont opposés, tant en ce qui concerne le recours au nucléaire que sur le projet de bouclier antimissile européen. L'on pourrait dire, sans trop caricaturer les choses, que Paris et Berlin ont dans ce contexte chacun son tuteur atlantiste. Paris se rapproche de Londres et Berlin reste sous la tutelle de Washington pour s'imposer au détriment du reste de l'Europe et en particulier à la France. La guerre franco-allemande du nucléaire, d'abord, dans son contexte, elle est biaisée. C'est un débat sur la manière de développer au sein de l'Union européenne une industrie verte compétitive face aux industries chinoises et américaines. Évidemment, au sein du piège, l'Allemagne défend un hydrogène renouvelable, ou vert, produit grâce à l'énergie éolienne et au photovoltaïque. Et la France, un hydrogène dit bas carbone, produit par le recours à l'énergie nucléaire. La France est alliée à un groupe de pays de l'Est européen, Slovaquie, Bulgarie, Croatie, Pologne, République tchèque, Hongrie, Finlande,
Roumanie et Pays-Bas aussi, tandis que l'Allemagne a pour allié le Luxembourg, l'Espagne et l'Autriche. France et Allemagne ont chacune une minorité de blocage de la décision. La position du gouvernement allemand est-elle intenable? En fait, ces postures favorables à une transition écologique ne tiennent pas un instant. On est dans un pays où près de la moitié de l'électricité est d'origine fossile. C'est un pays qui a mis sous pression notre gouvernement pour qu'il ferme Fessenheim, et dont le gouvernement allemand, a pour ministre des Affaires étrangères Annalena Baerbock, qui a déclaré que l'Allemagne est en guerre contre la Russie, que même un timide Olaf Scholz a dû corriger. Ainsi, Berlin et Paris sont, selon un diplomate, comme deux taureaux qui s'affrontent dans une arène. J'ajouterais une arène pleine d'illusions, faite d'illusions. L'arène de la paix dans une économie sans carbone, où l'un des taureaux verts ne se gêne plus pour rouvrir les mines de lignite et importer du gaz naturel liquéfié venu du gaz de schiste. Et l'autre, c'est-à-dire nous, est un taureau qui a sabordé son industrie nucléaire par opportunisme, par incompétence et par, je dirais aussi, obéissance à un impératif financier à court terme. Et une absence de vision que tous les anciens responsables de l'EDF ont dénoncé lorsqu'ils ont témoigné à l'Assemblée nationale. Triste Europe, qui sans munitions, sans armée conventionnelle digne de ce nom, et sans décision sur comment fixer le prix de l'électricité en réalité, joue les va-t-en-guerre et sans l'énergie suffisante. Elle ne dispose pas de cette énergie depuis que le gaz russe a été coupé pour l'Allemagne. Eh bien, on joue les va-t-en-guerre pour le compte d'une oligarchie financière, sans foi ni loi. Une oligarchie financière qui occupe Washington et Londres. Car il ne s'agit pas des États-Unis et de la Grande-Bretagne en tant que nation. Il s'agit d'une oligarchie financière qui les occupe, comme désormais elle nous occupe aussi. Le projet de bouclier spatial européen, lui, antimissile, mettrait toute l'Europe occidentale sous la tutelle définitive de Washington. Il est fondé sur un triple système. D'abord, une première couche, peut-on dire, c'est l'allemand Iris-T, fabriqué par Diehl, BGT Défense, en Allemagne, d'une portée d'une, je dirais, trentaine de kilomètres. Ensuite, il y a le système Patriot, fabriqué par l'américain Raytheon, pour assurer une protection jusqu'à 200 kilomètres. Et ensuite, et enfin, l'Arrow, créé par Israel Aerospace Industries, IAI, conçu pour détruire les missiles balistiques donc intercontinentaux, avec une portée de 2400 km. Donc voilà. Alors, évidemment, c'est une étrange souveraineté européenne, celle-là, par rapport à ce qu'en dit Emmanuel Macron. Nous avons un missile antimissile, qui est le Mamba qu'on fait avec les Italiens, qui est Aster sous une autre forme, marine, pour le maritime, mais il est fabriqué de façon échantillonnaire. Alors, nous avons ce ciel qui risque d'être occupé par-dessus nos têtes, par l'OTAN. Il y a eu un rapport de 2 députés, pourtant, Nathalie Pouzireff, qui est un député Renaissance, macronienne, et Jean-Louis Thierriot, qui est des Républicains de Seine-et-Marne, qui ont fait un rapport sur la défense solaire, rendu public le 15 février. Et ils nous disent, le projet de bouclier spatial européen vise surtout à former un club d'acheteurs patriotes européens sous leadership allemand. Donc les choses sont dites, on les sait, et que fait-on? Rien. On négocie, on se soumet. On est dans une sorte de logique contractuelle
où on n'a pas de pouvoir pour être co-contractant. Je vais m'arrêter là, car notre soumission militaire, industrielle et financière est d'une terrible évidence, au sein, répétons-le, d'une économie de guerre. Comble de l'hypocrisie dans ce contexte, par exemple, parce qu'on est dans l'hypocrisie aussi, le gazoduc Brotherhood continue de traverser l'Ukraine et reste lui en fonction, même s'il transporte de moindres quantités de gaz, mais il reste en fonction. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que les Russes encaissent le prix plus élevé du gaz et gagnent plus avec de moindres quantités. Dans le contexte économique et politiquement démentiel de la fixation du prix de l'électricité dans le marché européen, les Ukrainiens touchent des royalties, comme dans un péage d'autoroute, au passage, et les Européens achètent autant qu'ils peuvent, malgré les sanctions, un moment de répit avant de se soumettre totalement. Donc on est dans un monde absurde, une guerre absurde, où meurent par dizaines de milliers, et peut-être bientôt par centaines de milliers, peut-être davantage des êtres humains. Ainsi, on est bien dans un contexte d'occupation, dans une économie de guerre, une occupation économique, sociale, avec des normes militaires qu'on impose d'en haut, et qui sont appliquées hypocritement, bien sûr. Le bouclier spatial européen devant constituer le point final de notre politique d'indépendance nationale, puisqu'il recouvrirait notre capacité d'utiliser l'arme nucléaire qui nous rend crédibles. Donc c'est la fin de notre souveraineté nationale. Dans ce contexte, ne pas se battre, dans ce contexte social et dans ce contexte politique, dans ce contexte militaire, dans ce contexte économique, ne pas se battre revient à collaborer, à devenir un collabo d'un ordre inadmissible, d'un ordre destructeur. Et nous nous battons. Nous nous battons en participant à de grandes manifestations sociales dans toute la France, en soutenant les syndicats, et aussi en Grande-Bretagne, où il y a un mouvement social de fond également. Nous manifestons pour la paix, à Berlin, surtout à Berlin, où il y a eu plus de 50 000 personnes, à Rome, en France, et avec nos amis américains, qui, dans le ventre de la bête à Washington, devant le mémorial de Lincoln, ont manifesté pour la paix en réunissant des gens de toutes les opinions politiques, ou de moins des gens courageux de beaucoup d'opinions politiques, qui sont ensemble, qui ont un point commun d'être pour la paix. Et pour éviter que le monde continue à progresser comme un somnambule sur une pente fatale. C'est nos conférences de l'Institut Schiller que nous tenons régulièrement, tous les mois, esquissant les moyens d'aboutir, d'échapper à une économie de guerre, avec des orateurs de tous les pays du monde. C'est, en France, mon interview avec Greg Tabibian. Ce sont mes IJC, mes éclairages, comme celui-ci. C'est nos interventions, les interventions de nos amis, et de nous-mêmes d'ailleurs, en Iran, au Pakistan, aux Philippines, en Chine, au Mexique, en Argentine, en Turquie. En Turquie, où le journal des partisans de Mustafa Kemal Atatürk vient publier une pleine page sur mon analyse de la situation. Là où se base partout l'espoir d'un grand Sud et d'une nouvelle grande majorité contre le féodalisme financier. Adhérez donc à Solidarité et Progrès. Et nous avons un dossier sur l'éducation qui est fondamental. Un dossier sur l'éducation qui a été fait par des adhérents à Solidarité et Progrès. Et c'est l'œuvre de toute leur vie pour s'insurger contre la politique qui détruit le travail de toute leur vie, qui détruit ce qu'ils ont tenté de faire pour former une génération future. Et voilà que l'OCDE, voilà que l'UNESCO, voilà que les politiques de l'Union européenne, toutes convergent vers un formatage au sommet pour que les gens créent des normes, pour que s'expriment des compétences pour servir le système tel qu'il est, et à la base,
pour appliquer ces normes. Donc, rien d'une culture du savoir, d'une culture générale qui permet de juger, de trancher, de contester. Au contraire, il se crée une éducation contre l'éducation, où l'illusion est celle d'une gestion participative, alors que ce sont les objectifs qui déterminent, l'environnement qui détermine cette pseudo-participation. Et c'est là qu'on forme dès le départ une population pour qu'elle ne se révolte pas. Donc pour combattre tout cela, il faut que nous nous donnions les moyens. Nous avons des réunions d'adhérents, des réunions de commentaires sur notre journal, Nouvelle Solidarité. Nous avons la participation à nos actes citoyens. Nous avons des cercles citoyens qui se manifestent à Nantes, à La Roche-sur-Yon, à Bordeaux, à Toulouse. Ne soyons donc pas cyniques. Ne soyons donc pas cyniques comme Macron, qui s'est montré tel qu'il était, au cœur des ténèbres, au cours de son voyage africain. Ne soyons pas pessimistes, comme ceux qui pensent que notre combat est très beau, mais que la réalité étant ce qu'elle est, il ne peut pas aboutir. Car l'enjeu, cette fois, c'est pourquoi est-on vivant? Pourquoi vivre? Pour nous, c'est créer, pour être en accord avec un univers qui est en création continue, en expansion accélérée comme on le sait aujourd'hui. Nous ne croyons pas, comme un Michel Onfray devenu pessimiste, que le péché originel, c'est une citation, que le péché originel n'existe pas, mais que Schopenhauer avait raison, l'homme est un animal frappeur. C'est une citation de Schopenhauer par Michel Onfray. Nous croyons au contraire que l'homme n'est pas un animal frappeur, que l'homme est humain car il est capable de perfectionner à l'infini la créativité de son esprit et la beauté de son âme, et que tout mal, toute chose qui détruit, est le résultat d'un manque de développement et de courage. La meilleure façon d'empêcher que l'on détruise, c'est de construire. Et c'est la base de toute idée de souveraineté, individuelle comme nationale, de construire pour le bien commun et pour les générations futures, et pas seulement pour un seul pays, d'être à la fois patriote. Et le vrai patriote est aussi citoyen du monde, à la fois patriote et citoyen du monde. La contre-réforme des retraites qui nous est assénée n'est pas un sujet économique. C'est un enjeu essentiel, une étape dans une lutte, dans un combat pour la paix, le travail créateur et le développement mutuel. Adhérez donc à Solidarité et Progrès. Adhérez à notre combat. Je peux vous dire, vous êtes bien plus important que vous ne le pensez vous-même. Merci pour ce que vous ferez.